et de l'espace. Et on va finir cette 4e édition avec une rencontre sur l'espace. Je vais laisser la parole à Monsieur Castel qui va animer cette rencontre, pas avant de vous rappeler à ceux qui tweetent et qui sont sur Facebook, n'oubliez pas le hashtag BigBangSMJ et de partager votre participation à cette rencontre. Je vous souhaite de passer un très bel moment et nous verrons une soirée lunatique juste après. Bonne soirée à tous. Merci infiniment, Roxane. Bonsoir à tous. Merci. Nous avons ici 4 intervenants de très haut niveau. Alors, tout à l'heure, à la table ronde et le film qui a précédé, on regardait ce qui s'est passé il y a 50 ans, un tout petit peu les leçons tirées du programme Apollo. Là, on va se projeter et donc l'aventure continue. Non seulement nous avons la chance, grâce à ce festival, de célébrer les 50 ans d'Apollo 11, mais l'histoire fait qu'il y a un tournant dans les programmes spatiaux à travers le monde, et donc il y a un véritable retour à la Lune, et c'est donc très intéressant d'avoir cette coïncidence. Pour cette table ronde, nous avons 4 personnes, mais avec un tout petit décalage de génération, si on peut dire, où il y a des gens qui ont une excellente expérience. On a le top niveau avec Jean-François Clairvoy, bien sûr, astronaute, je vais en reparler, Bernard Foin, de l'ESA aussi, qui est le spécialiste de la Lune en Europe, mais on a aussi des jeunes qui commencent à travailler dans le programme spatial et qui vont prendre certainement la suite de tout ce qui se passe en Europe et ailleurs, avec Aline Decadi et Guillaume Thirion. Alors, je vais insister un tout petit peu pour les jeunes que nous connaissons moins que les astronautes ou Bernard Foin. Aline Decadi, vous êtes ingénieure experte en sûreté et sécurité des systèmes critiques du transport spatial, et vous travaillez en particulier sur Ariane 6 pour l'ESA. Mais nous n'allons pas vous faire intervenir comme quelqu'un de l'ESA, vous participez aussi, vous faites d'autres choses extrêmement intéressantes, et là on va insister, vous travaillez sur les missions et les simulations analogues. Vous êtes très actif dans plusieurs associations et groupes, comme Space Exploration. Vous avez travaillé avec plusieurs de nos intervenants dans notre table ronde, qui sont là, sur des projets d'exploration lunaire, le Moon Village de l'ESA. Vous avez aussi participé à des campagnes de simulation, donc vous avez été sur le terrain, mais un terrain simulé, si on peut dire, et vous avez travaillé sur des événements comme Moon Mars Workshop de l'ESA. L'ESA, c'est l'Agence spatiale européenne. Et pour l'association Planète Mars, qui est extrêmement active, vous avez passé 5 semaines dans le désert, mais vous allez nous en parler un peu plus, et avec des gens qui étaient aussi avec un centre de contrôle simulé, où nous avions aussi Guillaume Thirion, qui est à la droite de Aline Decadi, et donc Guillaume Thirion est ingénieur en aérospatiale de l'École nationale d'aviation civile, l'ENAC, et il poursuit actuellement ses études avec une spécialisation en systèmes spatiaux à Supaéro. Il travaille au sein d'un groupe de 18 étudiants européens sur un projet de retour de l'homme sur la Lune, appelé SEEDS, Space Exploration and Development Systems, soutenu par l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale italienne, Thales Alenia Space, l'industriel, à Turin, où il y a des laboratoires de simulation. Des tas d'activités, donc, Guillaume Thirion, y compris de fabrication 3D, qui sont les nouvelles technologies. Vous avez travaillé au Canada, vous avez travaillé pour le CNES, et vous avez aussi participé à 2 missions analogues, dont l'une avec le rôle de Capcom. Capcom, comme on a pu le voir avec le programme Apollo, Capcom, c'est Capsule Communicator, c'est la personne clé qui est souvent un astronaute, Jean-François Clairvoy va nous en parler, qui parle aux gens qui sont en mission sur Terre. Et donc avec d'autres personnes ici, comme Aline, c'était donc le soutien logistique et le soutien Capcom. Et il vient aussi de rejoindre le groupe, Guillaume Thirion vient de rejoindre le groupe Moon Village Association. Alors tout ça, je vais continuer à présenter les intervenants. Nous avons, et puis nous reviendrons à ces missions analogues, Bernard Foin. Le CV est tellement impressionnant que je ne peux pas tout dire, je ne dirai donc assez peu, mais essentiel en tout cas. Il est scientifique senior à l'ESA, directeur exécutif du International Lunar Exploration Workshop Group,
directeur de la mission de SMART 1, qui a été une mission extrêmement essentielle, responsable de l'Euro-Moon-Mars, professeur, président de nombreux comités, et il a participé et eu des instruments sur des missions aussi fameuses que SOHO, XMM, Biopan, SMART 1 dont vous avez parlé, Mars Express, Coro et ExoMars. Membre de l'Académie, publications plus de 700, des dizaines de livres. Je m'arrête là, sinon je vais faire rougir notre ami Bernard Foin. Là c'est encore... il n'y a presque pas besoin de le présenter, Jean-François Clairvoy, qui est non seulement l'astronaute vétéran de 3 missions extraordinaires Apollo, voilà, ces journalistes qui ne connaissent rien, je veux vieillir Jean-François, non, 3 missions navettes et une mission extraordinaire que j'ai eu la chance de couvrir à Houston, quand je vivais aux États-Unis, la réparation de Hubble, c'est-à-dire qu'on a pris les meilleurs des meilleurs astronautes à la NASA pour réparer le fameux télescope de Hubble. Jean-François, je n'ai pas besoin de le dire, bien sûr, auteur de plusieurs livres qu'il était en train de signer, PDG de Novespace, donc c'est un de vos voisins ici, dans la région, et il intervient régulièrement, je l'ai vu travailler et présenter le spatial à des élèves d'école primaire, aussi bien qu'à des élèves de Polytechnique. Voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais être trop long, je le suis déjà. Juste encore un mot sur Jean-François Clairvoy. Il a travaillé aussi sur un programme de l'Agence spatiale européenne qui s'appelle l'ATV, qui était le plus gros ravitailleur de la station spatiale. Et on va voir pourquoi ce programme, qui a été un succès total avec 5 missions parfaitement réussies, assez extraordinaire, pourquoi c'est important pour le retour à la Lune. Mais revenons à Aline Decadi. Aline Decadi, j'ai tout de suite une question pour vous. Ces missions analogues, c'est avec un A majuscule, hein, c'est un concept. Pourquoi c'est important? Parce qu'une mission analogue, ça se passe effectivement sur Terre, ça n'appartient pas, pour pouvoir en parler, aux agences spatiales. Donc, qu'est-ce qu'on y fait? Quels sont les résultats? Alors, les missions analogues, oui, elles sont importantes parce que ça permet de préparer l'exploration humaine vers la Lune et vers Mars plus tard. L'objectif, c'est à la fois développer tout ce qui va être analyse, expérimentation géologique, mais aussi fabrication d'un habitat, support de vie. Tout ce qui va être extraire les minerais, utiliser les ressources in situ pour pouvoir créer ses propres ressources. L'idée à un moment donné, c'est de pouvoir avoir une autonomie pour pouvoir rester, développer, explorer. Et donc pour ça, on a besoin de se préparer. Il y a des initiatives en Europe qui existent, et c'est un petit peu de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui, et qui sont faites sur la base d'initiatives volontaires, de volontariat d'associations. Celle-ci, par exemple, c'est une mission dont je peux vous parler parce que j'y ai participé. Donc c'est ce que disait Frédéric, c'était une mission analogue de 5 semaines dans le désert de Oman. C'est en partenariat et organisé par une association, un forum spatial autrichien. Et on a participé, dans le cadre de l'association Planète Mars, au déroulement d'une vingtaine d'expériences sur le terrain. Et donc là, par exemple, vous voyez en fait la base telle qu'elle avait été construite, et notamment les dômes autour qui ont permis d'héberger certaines expériences. On y reviendra certainement si vous avez des questions, je détaillerai plus amplement tout à l'heure, mais ce qui va être vraiment important pour nous, c'est de développer des procédures, d'anticiper des cas de panne, de travailler sur des procédures d'urgence et être capable en fait de faire un inventaire de ce qui est nécessaire à fabriquer, à amener, et tout ce qui va nous permettre après d'être autonome. Voilà. Merci Aline. J'ai une question aussi pour Guillaume Thirion. Pourquoi ces missions analogues? Ces missions analogues, évidemment, ont l'avantage de ne pas être un programme imposé avec un calendrier, la lourdeur des budgets et toutes les contraintes d'un grand programme.
Donc, quand vous travaillez sur une mission analogue, qu'est-ce qui vous inspire le plus? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Je pense que ce qui nous inspire le plus lors de ces missions, c'est quelque part le rêve d'exploration. On a l'impression de mettre quelque part notre pierre à l'édifice, on veut un petit peu avancer les choses, un petit peu, ça reste à notre échelle, mais on est tous passionnés, on travaille tous dans un environnement international, on est avec des Autrichiens, des Italiens, des Anglais, il y avait des Américains aussi, donc on doit gérer tout ça ensemble pour avancer dans une même direction. Et je pense que ce qui nous regroupe tous, c'est la passion d'exploration. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, par exemple, effectivement, vous faites des rapports à la fin, ils sont publiés. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, je ne sais pas, même en travaillant sur la Lune ce n'est pas Mars, mais il y a déjà un décalage. Est-ce que vous avez déjà des problématiques que vous mettez en place et des solutions pour ces décalages radio dans les communications? Dans le cadre de Mars, oui, complètement. Moi, j'étais donc Capcom, donc j'étais le lien entre le centre de contrôle et les astronautes. Et quand on simule Mars, on simule aussi dans ce genre de simulation le délai radio. Et on avait pris 10 minutes de délai radio. Il faut vous imaginer qu'entre chaque message, on attend 10 minutes, le temps que la personne reçoive le message. Ensuite, elle va nous répondre, on va encore attendre 10 minutes. Et au total, avant d'avoir la réponse à notre question, va s'écouler 20 minutes. Donc il faut vraiment penser un peu à l'avance. C'est toute une façon de complètement repenser la mission spatiale par rapport à ce qu'on avait vu sur Apollo, l'ISS ou la navette. Parce que finalement, on ne peut pas réagir en temps réel, on n'est plus tellement du contrôle, on est plus du support, à essayer d'imaginer. Bon, il n'y a rien de plus frustrant de voir que l'astronaute a pris un mauvais chemin, par exemple, et on se dit, bon, bah, c'était trop tard, c'était il y a 10 minutes, et maintenant, il faut espérer qu'il ait trouvé rapidement avant qu'on lui dise, eh bah, finalement, corrige ta trajectoire, revois le plan, ou refais l'expérience, c'est quelque chose de mauvais. Niveau solution, bon, en Capcom, on a toujours la radio, on entend toujours ce que disent les astronautes avec 10 minutes de différé. Mais la solution, c'est que la communication verbale n'est plus bonne, il faut revenir à l'écriture. Et on a développé un système de communication comme ça, on envoie des messages qui ont une certaine forme pour maximiser l'efficacité. On ne raconte pas sa vie, faut rester efficace. Et c'est comme ça qu'on arrive à garder trace des messages et de suivre au fur et à mesure la simulation. Ce sont des messages comme des SMS, du texting? Ça ressemble beaucoup à ma génération, à MSN. Oui. C'est vraiment ça, c'est vraiment des phrases avec des mots-clés et qu'on échange. Voilà. J'ai une question. Est-ce que des pannes sont simulées pour... oui. Alors, raconte-nous quelques exemples de comment on vous embête volontairement. Oui, on a eu des cas de panne de communication. Typiquement, il y a une partie des expériences qui sont en EVA et il faut quand même partir jusqu'à 15 km de la base. Et le réseau de communication, il doit suivre. On doit pouvoir transférer la voix, la vidéo en permanence et les mesures, les télémesures qui nous sont demandées. Et en fait, on avait à un moment donné simulé où on nous a mis dans le cas de ne plus pouvoir avoir de communication avec la base. Et dans ce cas-là, en fait, le process qui est mis en place, c'est qu'on doit revenir au dernier point, au checkpoint, où on avait la communication établie. Alors on a un certain délai possible, mais au bout de quelques minutes, comme on fait des checks réguliers, si on a 2 checks sur lesquels la communication est perdue, ou on n'a pas en tout cas la base qui répond de façon affirmative, on doit revenir au dernier point de communication. Et il y a des procédures comme ça sur lesquelles on est évalué pour savoir si on a réagi correctement en suivant la procédure, etc. Bernard Fouin, pour prendre maintenant de recul sur l'ensemble du programme lunaire, effectivement, Apollo, c'est un succès extraordinaire il y a 50 ans, mais un désintérêt du public extrêmement rapide pendant quelques années après Apollo 11. Et après, on a un peu oublié la Lune. Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que les missions robotiques ont permis de redonner de l'intérêt, non seulement pour le public, mais surtout pour les scientifiques et pour construire ce vers quoi on va aujourd'hui? Oui, donc, bonjour depuis la Lune, parce que nous sommes sur la Lune déjà. Absolument, j'avais oublié que Bernard Fouin vit sur la Lune. Et donc, en fait, pour aller vers notre continent lunaire, il faut de la passion, il faut de la motivation, il faut apprendre à travailler ensemble, il faut communiquer, mais il faut aussi de la technologie et de la science.
Alors la technologie, c'est ce que nous avons testé par exemple avec ce petit bébé que nous avons envoyé sur la Lune, ça je l'appelle mon bébé, que nous avons développé avec une équipe européenne, un bébé de 300 kg et qui a utilisé seulement 60 litres de fuel pour aller jusqu'à la Lune. En quelle année? Rappelez-nous en quelle année tout ça. Alors, oh là, certains d'entre vous n'étaient pas nés, mais voilà. Nous sommes partis en 2003 et nous avons donc envoyé cette sonde pour la première fois donc, sans propulsion chimique pour aller dans l'espace lointain vers la Lune. Et nous avons aussi mis à bord des technologies nouvelles. Alors, des technologies de communication, on utilisait des communications avec des lasers. Nous avions aussi des communications de radio. En fait, on dit que notre bébé avait des oreilles vraiment super sensibles. On pouvait écouter des signaux à grande distance. Mais aussi, nous avions des panneaux solaires, un ordinateur de bord très perfectionné qui venait en fait d'ordinateurs d'automobile que nous avons adaptés à l'espace, des batteries intelligentes et même des senseurs. Mon bébé pouvait voir dans l'infrarouge, pouvait voir dans les rayons X. Et donc pouvait ainsi mesurer la composition des roches. Et il y avait une caméra à bord qui avait la taille d'un œil humain. Avec ça, nous avons mis en route notre propulsion. Et au bout d'1 an et demi, nous sommes arrivés vers la Lune. Entre-temps, évidemment, nous avons testé tous les systèmes, nous avons regardé notre Terre, parce que ça, c'est aussi un message important. Quand on explore pourquoi est-ce que nous allons là-bas, c'est pour aussi nous regarder, voir notre propre Terre, voir notre humanité, notre biosphère, et mieux l'apprécier, et trouver des solutions techniques à ces défis pour aller loin, pour aussi après les amener sur Terre pour qu'ils soient bénéfiques. Et puis, donc, nous avons utilisé ces instruments pour essayer d'étudier la Lune. La Lune, donc, comprendre comment elle évoluait dans le temps, comment elle était impactée, elle était bombardée, c'est aussi le siège de processus de volcanisme. Dans les régions polaires, il y a des propriétés spéciales. Nous avons trouvé des glaces de toutes les saveurs, mais enfin des glaces d'eau, des glaces carboniques, et même nous avons, à la fin de la mission, donc nous sommes posés sur la Lune. Vous voulez aller sur la Lune, vous voulez monter une base, il vous faut des cartes. Et alors là, voilà, pour le guide du retard lunaire, nous avons fait ces cartes avec notre première mission Smartin. Ça, c'est d'ailleurs une étudiante qui a fait cette mosaïque. Nous avons des endroits près du pôle sud, le cratère Shackleton. Donc, il y a des régions toujours à l'ombre, très froides, où il y a des dépôts de glace, et à proximité des régions ensoleillées. Si vous aimez la Terre, c'est un très bel endroit. Vous pouvez voir la Terre depuis la Lune, au moins 2 semaines par mois. Et si vous êtes misanthrope, vous allez sur la face cachée et vous pouvez vous isoler et vous préparer même pour les missions vers Mars. Nous avons même trouvé, près du pôle sud, une région qui est toujours à la lumière, un pic de lumière éternel. Et c'est là où nous pourrions mettre une base robotique, puis une base habitée. Et voilà, nous avons commencé ça, nous étions tous seuls autour de la Lune, l'Europe, et puis nous avons partagé les données avec les Chinois, les Japonais, les Indiens, les Américains, les Russes, donc dans un esprit de coopération scientifique, et en échange, ils nous ont invités à les rejoindre sur les missions qu'ils ont construites dans les 10 dernières années. Donc nous avons une sorte de flottille tout en orbite autour de la Lune, donc, qui ont fait des découvertes, par exemple, sur le fait que la face cachée est complètement différente de la face visible. Vous voyez, nous avons découvert aussi un bassin d'impact géant. Vous voyez ça sur la face cachée de la Lune, ici. Un bassin de 2000 km de taille, 10 km de profondeur qui est allé jusqu'au manteau de la Lune. Que l'on verra très bien ce soir à la grande soirée. Alors, oui, ce soir, venez au parc des ingénieurs, vous allez voir une grosse Lune, et nous pourrons nous coucher dessous, et donc faire un peu de contemplation et de géographie lunaire. Puis, nous avons donc, avec les Indiens, fait une découverte, la découverte donc d'eau à la surface sur les pôles, et qui pourrait être utilisée comme ressource. Donc voilà où nous en sommes. Nous avons fait une flottille autour de la Lune. Maintenant, nous sommes sur la phase suivante, où nous allons construire un village robotique. Et vous avez entendu, il y a 2 sondes chinoises qui sont à la surface, il y a des sondes commerciales, nous allons y retourner, puis nous aurons une base avancée où les humains et les robots vont travailler de façon permanente et durable. Et donc c'est ça
un peu ce que nous allons aussi discuter un peu plus loin. Et pour cela, il est important de se préparer. On peut le faire aussi sur Terre. Donc on se prépare en développant un lander, un analyseur comme celui-ci, des robots. C'est un programme que nous avons mené avec des étudiants. Nous mettons des instruments à bord, comme des télescopes, où nous testons aussi cet analyseur avec des populations de robots qui vont travailler ensemble, qui seront téléopérés. Et nous voulons impliquer tout le monde. Il y aura les astronautes à un moment donné, mais nous avons besoin de vous aussi. Depuis la Terre, vous allez pouvoir regarder à travers les yeux des robots, à travers leurs bras, vous pourrez aussi explorer la Lune. Donc nous voulons étendre ce village robotique à vous tous comme utilisateurs potentiels. Merci beaucoup, Bernard Point. Jean-François Clairvoy, où en sommes-nous aujourd'hui? Parce que non seulement il y a l'intérêt effectivement de toutes ces missions robotiques ces 10 dernières années, mais on voit que les Chinois s'intéressent, les Américains s'y mettent, il y a une véritable course. Qu'est-ce qui se met en place actuellement aujourd'hui? Est-ce qu'on peut déjà prévoir un peu ce qui va se passer et quel rôle jouera l'Europe dans ça? Alors, sur les annonces d'humains vers la Lune dans l'ordre chronologique de ce qui est annoncé comme date, pas dans l'ordre chronologique des annonces, parce que le premier qui a annoncé concrètement un humain de retour vers la Lune, c'est Elon Musk, il y a 2 ans. Il a dit, j'ai un milliardaire qui reste anonyme, qui a versé un acompte, j'imagine, de plusieurs dizaines de millions de dollars, pour qu'avant fin 2018, je lui fasse faire le tour de la Lune et retour, un remake d'Apollo 8, avec la capsule Crew Dragon et une fusée Falcon Heavy. Finalement, ça ne s'est pas fait, on a passé 2018, mais l'automne dernier, il a annoncé qu'en 2023, avec sa nouvelle version de fusée qui s'appelle Starship, vous savez, la fusée qui ressemble à celle de Tintin, qu'on appelait le Big Falcon Rocket, qui maintenant s'appelle Starship, eh bien le japonais Maezawa, milliardaire, s'est présenté, il dit voilà, j'ai signé avec SpaceX pour faire un voyage autour de la Lune en 2023. Et j'inviterai 8 artistes du monde entier qui se présentent. Donc je connais plein de Français qui ont déjà écrit en disant je suis peintre, je suis dessinateur, je suis architecte. Donc ça c'est la Alors parce que en fait les dates sont inverses de celles des annonces. Les Chinois ont annoncé il y a 1 an, en mars 2018. Nous mettrons un Chinois sur la Lune en 2030, juste avant 2030. Ça a déclenché 1 mois plus tard un discours des Américains, nous y serons avant, en 2028. Puis Elon Musk, là en septembre, je fais faire le tour de la Lune, donc on ne parle pas d'être sur la Lune, juste autour de la Lune, en 2023. Puis là, il y a quelques mois, les Américains annoncent 2028 c'est trop loin, ce sera 2024. 2024 c'est dans 5 ans. C'est le président Trump ça. Hein, donc à ce jour, il y a 3 annonces de 3 organisations différentes, dont 2 américaines, une privée et une institutionnelle, pour des humains sur la Lune. Et je crois que même en ce qui concerne les Américains, ils annoncent déjà que c'est une femme. C'est une femme qui veut... oui, avec le programme, ils appellent Artemis ce programme de retour sur la Lune. Oui. Donc voilà, il y a une sorte de compétition pour être les premiers. C'est pas une compétition du même type que celle des soviétiques et des américains dans les années 60, mais c'est une forme de compétition. Et puis autour de cela, un programme officiel autour de la Lune qui est la station, le programme qui va succéder à l'ISS et être un peu d'ailleurs en parallèle, c'est le programme Gateway, qui veut dire portail. C'est un programme décidé par les Américains qui consiste à partir de 2023 de commencer à assembler autour de la Lune une station spatiale internationale. Les Russes et les Américains ont déjà signé un accord, les Japonais, les Canadiens, les Européens ont déjà fait savoir qu'ils seront intéressés. J'ai même participé personnellement sous l'eau à quelques essais il y a quelques mois d'évaluation du SAS scientifique qui pourrait être une des contributions de l'ESA, de l'Europe, à cette station Gateway, portail. Donc voilà, il y a plusieurs projets, il y a les annonces, mais il y a le concret et ce sur quoi travaillent les industriels. Pour s'y retrouver, Jean-François, quel est l'avantage, je vais vous dire très simplement, quel est l'avantage d'avoir une station orbitale autour de la Lune? Est-ce que ça va faciliter effectivement d'avoir
des hommes et des femmes au sol. Est-ce que ça va, voilà, est-ce que c'est une étape importante? Alors, ce que je perçois, vous savez, tout le monde pose la question, à quoi ça sert, pourquoi en orbite? D'ailleurs, il y a une réponse américaine très détaillée qui a été faite, qui n'est même pas signée, et c'est pas un document officiel, mais qui a été publié il y a quelques mois. Non, moi, ce que je comprends, c'est que se poser, c'est très dur. Pour aller en orbite autour de la Lune, vous avez besoin d'un lanceur et d'un vaisseau de transport d'astronautes. Pour se poser, il faut avoir besoin, en plus, d'un atterrisseur, d'un module lunaire. Qui va redécoller. Or, aujourd'hui, les Américains sont à quelques années d'avoir leur gros lanceur prêt, le fameux SLS. Leur vaisseau de transport d'astronautes, dans quelques années, il sera prêt à transporter des astronautes. C'est le vaisseau Orion. Et pour reboucler sur ce que tu disais tout à l'heure, c'est l'Europe qui fournit le module de ressources, ce qu'on appelle la salle des machines, si vous voulez, de ce vaisseau Orion. Le vaisseau Orion, c'est une grosse capsule de type Apollo, et la salle des machines derrière qui fournit l'électricité, la propulsion pour la navigation, c'est un savoir-faire, c'est un produit européen qui vient du savoir-faire acquis de notre vaisseau ravitailleur de l'ISS dont tu parlais tout à l'heure. L'ATV, le fameux ATV. Oui. Donc le vaisseau s'appelle Orion, et c'est Orion qui ira vers la station en orbite lunaire, le Gateway. Alors l'avantage du Gateway, pour revenir à ta question, c'est que on peut le faire plus rapidement, c'est plus facile sur le plan industriel, à moindre coût et dans le temps, que décider dès le premier coup de se poser. Et l'intérêt que je vois, c'est qu'on sera en environnement interplanétaire. Pour la première fois, des humains vivront longtemps dans un environnement qui ressemble à celui que des astronautes vivront un jour entre la Terre et Mars. Mais cela dit, c'est pas très ambitieux en termes de vie à bord, puisque c'est 1 mois par an qu'elle sera habitée. Tu veux dire quelques mots là-dessus? C'est vrai, c'est un défi technologique d'aller sur la surface, mais en parallèle à ce programme orbital, il y a tout un programme pour aller à la surface avec des services commerciaux, donc un service FedEx qui va envoyer nos expériences à la surface de Ça, c'est en parallèle des programmes officiels. Hein. Et ça se fait aux États-Unis, donc il y a un programme commercial, mais ça se fait aussi dans les autres pays. Par exemple, en Europe, nous développons des systèmes, donc ça c'est un analyseur, des robots intelligents qui sont capables d'explorer et de préparer, par exemple, déployer des structures qui pourront être utilisées par les astronautes, et donc à moindre risque, puisqu'ils viendront avec des petits taxis à la surface, et ils pourront déjà utiliser des infrastructures qui existent. Alors ceux-ci ont déjà été testés, par exemple là, c'est presque la Lune, c'est le volcan de l'Etna, et nous avons des robots intelligents qui sont capables de construire, déployer des instruments. Alors ça, nous le testons sur Terre, mais nos amis chinois, nous testons plein de robotique, ça va. Mais nos amis chinois, sympathique. Nos amis chinois, ils ont mis donc sur la face visible des rovers, ils ont un alunisseur qui travaille depuis 5 ans, ils ont apporté un nouvel alunisseur. Vous avez le logo de la compagnie là, qui a construit cet alunisseur, c'est la République populaire de Chine. Ils ont 2 alunisseurs, ils ont donc ce village robotique et ils vont commencer aussi à déployer une expérience où ils vont ramener des échantillons. Donc ils seront capables de se poser en douceur et de revenir en douceur. Ça, ce sont les technologies qui sont nécessaires aussi après pour avoir des humains. Oui, bien sûr. Mais là, je réponds directement à l'affection habitée. Mais c'est vrai que dès que les agences spatiales ont annoncé, y compris chinoises, mais surtout aux États-Unis, l'ambition de remettre des humains sur la Lune dans la décennie qui vient, il y a effectivement les sociétés privées qui sont dit, nous, vous aurez besoin de logistique, de cargo, de soutien, et nous, on peut vous le fournir à moindre coût et rapidement. Donc il y a effectivement plein d'initiatives, des start-up. Et c'est tout à fait complémentaire, n'est-ce pas? Différentes sociétés qui mettent au point des atterrisseurs et qui vont en lancer probablement avant les humains, ne serait-ce que pour tester des technologies. Il y en a à peu près 6 aux États-Unis, il y en a d'autres dans d'autres pays, et en Europe, il y a donc une compagnie allemande qui développe un alunisseur qui s'appelle Alina. Alors voilà, attention, je pense tout à fait dans le sujet, je sais pas.
Oh, il ne faut pas oublier aussi la salle. On attend vos questions, bien sûr. Ce n'est pas un club privé qui parle de l'espace, mais c'est avec vous, puisque c'est une expérience. Ce retour vers la Lune, c'est pour y rester. Et donc, il faut que, bien sûr, le grand public soit très intéressé pour les missions lunaires. Et il y a ce foisonnement, donc, du commercial, du privé, concurrence ou pas, entre puissance spatiale. J'ai une petite anecdote en attendant. C'est une question classique qu'on pose aux astronautes, pour lesquels ceux qui iront sur la Lune dans les années 20 auront une réponse, mais ceux qui sont allés à l'époque Apollo n'avaient pas de réponse et même éclataient de rire. À votre avis, c'est quelle question? Une question qu'on pose souvent. Est-ce que vous rêviez d'être astronaute quand vous étiez petit? Les astronautes d'Apollo, quand ils étaient jeunes, quand ils avaient 10 ans, 15 ans, 20 ans, on ne parlait pas d'espace, le métier d'astronaute n'existait pas. Donc aucun des astronautes qui a marché sur la Lune a rêvé d'être astronaute gamin. Alors que ceux qui retomberont sur la Lune dans les années 20, ils ont reconnu cet engouement dont on parle aujourd'hui. Grâce au festival du Samedi d'Aranjal, ils pourront dire oui, j'ai rêvé enfant de vous. Il y a peut-être des jeunes qui ont des questions là. Allez-y. Des jeunes qui voudront y aller, certains y iront d'ailleurs. Si vous n'avez pas de questions, moi j'en ai plein, c'est que les journalistes posent beaucoup de questions, même les mauvaises. Je voulais savoir, la glace qui a été trouvée sur la Lune, elle a été analysée? Les roches? La glace? Ah, la glace. En fait, nous l'avons détectée depuis orbite, sous diverses techniques. Nous avons pu même estimer que dans des endroits, il y a 3-5% de glace. Elle est mélangée à de la poudre de sol. Donc il y aura à peu près 1 milliard de tonnes d'eau disponible. Il ne faut pas la boire telle qu'elle est, parce qu'en fait, elle contient aussi des déchets de comètes, de l'acide cyanhydrique et autre chose, mais on peut la filtrer et donc utiliser aussi tous ces composés. Il y a des composés organiques. On pourrait donc, elle est à proximité des pôles, on pourrait l'extraire et donc l'utiliser pour des bases habitées, mais aussi on peut extraire l'eau et après la dissocier en hydrogène et oxygène et avoir une fusée hydrogène à oxygène que l'on pourrait lancer depuis la Lune. Et ça coûte 40 fois moins d'énergie pour lancer une fusée depuis la Lune que depuis la Terre, et ça pourrait ouvrir toute une économie Terre-Lune, et puis après une économie interplanétaire. Et bien sûr, on recyclera, comme dans l'ISS, on recyclera l'urine en eau potable, enfin, on minimisera le besoin d'extraction de l'eau locale, mais ce sera possible. Mais c'est vrai, votre question, est-ce que nous l'avons mesuré? Nous ne l'avons pas encore touché. Donc pour cela, nous préparons des missions qui vont aller en douceur, qui vont mesurer la composition en surface et dans la sous-surface. Et puis il y aura une autre mission où nous allons faire des carottes dans la glace pour ramener la glace de sous-surface, pour essayer de comprendre d'où elle vient, est-ce que c'est des dépôts de comètes, des dépôts d'astéroïdes, mais aussi en profondeur, voilà, comment l'exploiter. Donc pour cela, il faut des missions robotiques précurseurs. Et nous y travaillons dans les prochaines 5 années. Merci Bernard. Une question dans la salle. Allez-y. Oui, bonsoir. J'aimerais savoir où en est les vols privés que prévoient les Américains, les vols que pourraient prendre les gens qui ont les moyens, des vols privés. Donc les vols suborbitaux, les vols orbitaux, le projet s'appelle SpaceX, je crois. Oui, SpaceX, c'est une compagnie, voilà. Mais c'est pas la première compagnie qui enverra des privés dans l'espace. Les premiers privés qui partiront dans l'espace sur des vaisseaux privés partiront dans l'espace en vol suborbital pour n'y rester que quelques minutes. Mais ils seront dans l'espace. C'est donc Virgin Galactic avec le vaisseau Spaceship 2 et Blue Origin, de société de Jeff Bezos, avec le vaisseau New Shepard. SpaceX, pour le moment, n'a prévendu qu'un vol pour un privé dans 4-5 ans. C'est pour ce milliardaire japonais qui veut faire le tour de la Lune. Et par contre, SpaceX et Boeing vont disposer dans les 12-18 mois qui viennent d'une capsule capable de transporter les astronautes fonctionnaires professionnels vers l'ISS ou toute personne privée qui voudra aller dans l'espace en achetant un ticket. Comme aujourd'hui, on peut le faire chez les Russes, il y a des sièges disponibles. Voilà, mais les premiers vols privés dans l'espace, c'est le Spaceship 2 et le New Shepard pour des vols suborbitaux dans les
12 mois qui viennent, on peut imaginer les premiers vols avec passagers payants à bord. Guillaume, tiens, juste un détail sur ça. Quelles sont les dernières nouvelles, effectivement, au niveau des programmes lunaires, des appellations des Américains en particulier? Les dernières nouvelles, je me souviens de notre coup de téléphone il y a une semaine à peu près. Donc il y a une semaine, c'était Blue Moon de Blue Origin, le fameux atterrisseur de cette compagnie qui maintenant vise à déporter sur la Lune. Et la grande nouvelle là, de cette semaine, d'il y a quelques jours, c'est le nom effectivement du programme spatial américain de retour vers la Lune, qui est donc Artemis, la sœur d'Apollon. Donc il y a une continuité du programme lunaire, toujours s'inspirant de la mythologie. Et là, c'est l'idée du président Trump, n'est-ce pas? Avec une date fixe, au plus tôt. Artemis, c'est 2024 pour le coup. 2024, marché sûr, hein, c'est ça, c'est pas sûr comme mineur, c'est sur la Lune. Avec la première femme, effectivement. Bon, merci. Une question en salle, un micro. Pardon, je vois pas. Oui, allez-y. Oui, bonsoir. Du coup, vous avez un peu abordé le sujet, mais je voulais vous demander votre avis sur l'atterrisseur justement que Blue Origin a révélé la semaine dernière. Il a révélé dans la presse un concept d'atterrisseur lourd qu'il propose aux agences qui achèteront des services privés pour amener de la logistique, du cargo, ou peut-être des astronautes s'il rend le vaisseau habitable. Mais on n'en sait pas plus. D'ailleurs, on ne savait pas trop. Il y a quelques mois, on ne savait pas qui travaillait, qui était aussi avancé dans l'étude de cet atterrisseur. Alors j'ai eu la chance d'avoir un déjeuner avec Jeff Bezos il y a quelques années. Et donc, on avait parlé qu'il était aussi intéressé par la Lune, mais évidemment, il voulait faire le travail technique avant. Il y a quand même une crédibilité parce qu'ils sont capables de faire des fusées et de ramener des fusées en douceur. Il ne l'a pas fait encore, hein, sur le vol orbital. Non, mais ça, suborbital ou non, pas suborbital, mais ça avance. C'est bien d'être capable de revenir en douceur. Ça, les Européens ne l'ont pas encore fait. Donc, et cette technologie de revenir en douceur, en fait, sur la Lune, en principe, c'est plus facile que sur la Terre, parce qu'il y a moins de propulsion à apporter. Donc, il y a déjà un petit avantage technique. Où ils ont des équipes qui travaillent, mais c'est vrai, ils ont aussi une vision de passer au niveau suivant en quantité de cargo qu'ils peuvent apporter. Là, moi, j'ai travaillé sur une mission, on voulait emmener une centaine de kilos de charge utile, nous étions très heureux. Eux, ils parlent de 5 tonnes de cargo, ça pourra faire vraiment beaucoup d'usagers pourront le... Je crois qu'il met de l'ordre de 20 tonnes en orbite lunaire. Hein. Voilà, et donc un analyseur de 10 tonnes, 5 tonnes de charge utile. Pour l'instant, il y a des compagnies qui offrent ce service, hein, c'est comme du FedEx ou du Amazon vers la Lune, pour le prix dérisoire de 1 million d'euros par kilo, vous pouvez envoyer des expériences. Mais quand il y aura 5 tonnes, ça va vraiment casser les coûts. Il faut bien comprendre ce que dit Bernard, c'est que dans le cas de la Lune, et c'est pareil sur Mars, dès qu'on parle de gros vaisseaux qu'on veut poser, on ne peut pas compter sur les parachutes, même sur Mars. L'atmosphère, il y en a 150 fois moins que sur Terre, à la surface de Mars. Donc il faut compter sur des rétrofusées qui compensent le poids pour permettre de contrôler la vitesse de descente et le poser en douceur, comme le module lunaire, vous vous souvenez, qui se posait en douceur. Et donc ça, c'est pas facile. C'est un problème de navigation, contrôle, il faut vraiment être... Il faut tenir l'équilibre, c'est comme tenir en équilibre un crayon sur votre doigt et le descendre en tenant l'équilibre. C'est moins difficile que monter. Sur le plan des lois automatiques d'autopilote, pour un ingénieur, c'est pas difficile les calculs. Mais c'est quand même, ça exige de ne pas se tromper dans les calculs. Et d'avoir des modes de stabilité, de contrôle, mais maintenant avec les miracles de ce qu'on fait avec les drones et tout ça, ça va avancer et donc il y aura de l'intelligence sur ces systèmes d'administrage et donc voilà. Et si je peux rajouter, effectivement, quand on voit sur YouTube, on voit les 8 missions de Jeff Bezos, on croit que c'est une animation. Non, c'est la réalité, ça se pose bien et il n'y a plus d'échec. Les programmes de Jeff Bezos, je crois, c'est sous votre autorité, hein, c'est du solide. Et on peut imaginer peut-être que dans 20 ans, des astronautes sur la Lune auront un mini-scooter, et sans que le mini-scooter ait besoin d'une propulsion importante, parce que, comme l'a dit Bernard, la gravité sur la Lune est 6 fois moindre que sur Terre.
Ils pourront faire des sauts de puce comme ça avec leur petit scooter autonome de déplacement. Un peu comme, vous savez, dans un des James Bond, un des premiers James Bond, on a vu un système qui fonctionnait réellement, mais qui était hyper dangereux. Donc il n'a pas beaucoup servi, mais on peut imaginer sur la Lune. Oui, bah, dans le vide, il y aura des scooters, mais dans la salle de Saint-Médard sur la Lune, hein, qui aura pour cette salle, vous pourrez mettre des ailes et vous aurez assez de force pour voler d'un point à un autre. Vous aurez la possibilité de porter votre poids sur la Lune. Oui, à l'intérieur des À l'intérieur des Sur ce que disait Jean-François Clairvoy, Bernard Foin, vous pouvez nous dire, les Chinois ont un programme de robotique avec ce concept de hopper, c'est-à-dire d'avoir un robot qui ferait plusieurs sauts et plusieurs prélèvements et études, c'est ça? Ils l'ont annoncé, est-ce que je me trompe? Donc, de toute façon, il faut des bonnes réserves pour alunir en douceur, il faut un système de navigation, on garde aussi des réserves supplémentaires, donc on fait un premier pas, hop, on explore, on déploie, puis on peut faire un autre saut de puces, mais les puces sur la Lune, elles sautent 6 fois plus haut que sur la Terre, et donc on peut aller beaucoup plus loin. Comme les astronautes, comme les balles de golf, comme les... Et moi, j'ai une question, si tu permets, Frédéric, pour nos deux explorateurs, bien sûr, confinés, isolés, pas tout à fait confinés, mais une des questions qu'on se pose pour les vols futurs de longue durée à longue distance, c'est que le confinement sera plus violent pour les êtres humains. Parce que quand on est en orbite terrestre, je peux vous dire, vous regardez la Terre par le hublot, vous oubliez que vous êtes confiné, vous oubliez que vous êtes contraint, parce que vous sentez elle est là, vous pouvez revenir rapidement. En quelques heures, on peut retourner sur Terre à tout moment si on décide maintenant qu'il faut retourner. De la Lune, c'est quelques jours. Ceux qui partiront vers Mars verront plus la Terre, parleront plus avec la Terre, et puis ne pourront plus revenir en cas d'urgence. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez cherché à vous mettre mentalement, honnêtement, consciemment dans votre tête, pour vous stresser vous-même comme le seront les équipages qui sont dans ce vrai isolement? On a effectivement sur le terrain eu des sources de stress qui étaient, je pense, commandées par le système de direction de la mission pour essayer de nous mettre dans des conditions suffisamment représentatives pour que on ait une journée qui soit très occupée du matin au soir, des contraintes de timing, des contraintes de performance et des obligations de résultat quelque part parce qu'on pouvait avoir une partie qui était expérimentée ou on va dire réparer quelque chose qui avait cassé la veille. Et juste derrière, on avait l'analogue astronaute qui était choisi pour ce jour-là, qui devait partir sur le terrain avec et expérimenter et dérouler son opération. Et on a évidemment des gens des labos et des agences qui payent pour ces expériences-là, donc il n'est pas question de ne pas pouvoir être sur le terrain au moment voulu du planning. Et donc on avait des obligations finalement de discuter entre nous, d'arriver au résultat, de demander des compléments et des supports des gens si on n'avait pas fini. Est-ce qu'on n'a pas cherché par moment à vous faire craquer, vous donner envie, je veux rentrer? Non. Parce que c'est pas facile d'arriver à vous mettre dans cet état d'esprit quand vous savez que vous n'êtes pas en condition réelle. Je pense qu'on n'a pas eu l'occasion sur les 5 semaines d'avoir envie de rentrer, bien au contraire. On a eu l'opportunité de se dire qu'au bout d'un moment, on avait une routine qui s'était installée au bout d'environ 2 semaines. On n'avait plus envie de rentrer, on aurait pu rester là plus longtemps. Par contre, on a fait une étude sur si c'était pour une plus longue durée, qu'est-ce qu'on serait presque obligé de mettre en place en plus, parce qu'on sentait bien quand même qu'on ne peut pas passer 15 heures par jour ensemble, avec pas beaucoup de sommeil, avec des problèmes concrets et opérationnels à régler sans en fait être un peu sur les nerfs au bout d'un moment. Et il y avait des choses auxquelles on a pensé comme la réalité virtuelle. Comme on ne voit plus la Terre, comme on n'a plus nos proches, comme on ne peut pas discuter avec eux et qu'il peut se passer n'importe quoi là-bas, on se disait que dans la réalité virtuelle, pour détendre, pour voir des horizons lointains, pour pouvoir faire du sport avec des images et puis aussi des vidéos pour pouvoir communiquer avec les proches. Voilà, on a pensé à plein de choses comme ça, de la musique aussi, que ça soit de la création musicale ou que ça soit carrément d'amener un instrument, comme tu fais de temps en temps. C'est des choses comme ça qu'on a essayé de se dire la prochaine fois, si la mission dure plus longtemps, on essaye de voir un petit peu quelle serait la durée la plus représentative
pour encore apprendre là-dessus, on ramènerait certainement des expériences en plus parce qu'on en aura besoin. Puis j'aimerais rajouter que dans ce genre de simulation, abandonner au fait aurait été une solution de facilité. Parfois, en faisant l'expérience, on se rend compte qu'on aurait envie d'enlever ce scaphandre pour aller plus vite, pour faire face à la réalité. Finalement, on est sur Terre, donc oui, pourquoi pas enlever mes gants et faire l'expérience rapidement, comme ça on a le résultat. Mais on n'est pas là pour ça, et on se rend compte que même la tâche la plus élémentaire devient compliquée. Donc c'est en allant comme ça, pas à pas, en se confrontant d'abord à la situation nominale, on voit les difficultés, on se dit bon bah on continue, on n'arrête pas, on met à jour les procédures, nous en salle de contrôle quand on voit qu'il y a un souci dans la journée, et à aucun moment on essaie de sortir justement de la simulation pour être certain qu'on ait des résultats aussi proches possible de la réalité. Après, on y va aussi de manière incrémentale, donc on a des missions analogues sur Terre, ensuite on peut corser un peu la chose en allant toujours sur Terre mais en allant en Antarctique, et puis ensuite, on va utiliser pourquoi pas la Lune comme environnement analogue, déjà ça donnera un petit aperçu, mais c'est sûr que les facteurs humains, c'est quelque chose de passionnant, et ça va être le gros point d'interrogation pour les vols spatiaux de longue durée et lointains. Parce que la technologie, on l'aura sans doute un jour, par contre le conditionnement de l'être humain, ça va être autre chose. Guillaume Thirion, sur ce thème, effectivement, pour le commun des mortels, pour les non-spécialistes comme nous, est-ce que les différences sont majeures entre vos missions analogues où vous pensez où vous visez Mars et celles vers la Lune? Est-ce que c'est exponentiel comme différentiel de difficulté et de défi? Non, je pense pas. Il y a facilement des choses qui sont transposables. La première simulation analogue dans laquelle j'ai été impliqué, on a commencé par dire on est sur la Lune, ensuite on est sur Mars, tout d'un coup on change au bout de quelques jours, parce que c'était le but de la mission. Le seul gros point entre Mars et la Terre, puisqu'on reste sur Terre, il n'y a pas ce problème de facteur humain, c'est la communication. Après, on peut facilement dresser des passerelles, apprendre beaucoup d'abord des missions analogues lunaires, et ensuite, on va en augmentant en difficulté, on va corser la chose pour ensuite faire la mission martienne. Si je peux me permettre de rajouter un petit point là-dessus, j'aurais quand même tendance à penser qu'il y a des choses qui peuvent se corser sur une mission de 2 ans. J'ai tendance à imaginer qu'on peut, pour une mission lunaire, rester en autonomie partielle ou en communication et dépendance partielle avec la Terre. C'est-à-dire à un moment donné avoir une sorte de point de non-retour, et jusqu'à ce point de non-retour, on sait se dire on annule la mission, on rentre. Je pense que pour Mars, à partir du moment où on a décidé qu'on était à quelques jours du départ et que la Terre s'éloigne, il n'y a plus de système de survie ou de backup, si je puis dire, pour rentrer. Donc il faut un système de transport qui soit fiable, qui soit capable de détecter par des mécanismes de détection de panne automatique ces problématiques, qui sache même remettre en sécurité certains de ces programmes, faire des resets, et on est obligé de gérer la fiabilité de tous les systèmes et de prévoir des cas de panne avec des redondances et penser à la fiabilité et tout ce qui pourrait générer des problèmes sur des modes de panne et l'électricité, par exemple la génération d'énergie. Sans la génération d'énergie, on n'a plus rien, même pas le support de vie. Donc on ne peut absolument rien gérer. Et donc je pense que les astronautes sont forcément beaucoup plus impliqués dans leur formation pour régler ces problèmes-là en cas d'urgence, sans pouvoir, en tout cas à court terme, au moment où ça arrive, reboucler avec la base au sol, sur Terre, je veux dire. Merci beaucoup. Après, si je peux rajouter quelque chose, ça c'est dans le cadre des missions réelles. Alors après, il faut réussir à retranscrire ces problématiques dans les missions analogues sur Terre. Et ça, ça va venir petit à petit, mais pour le moment, en termes de missions analogues, point de vue strict, il n'y a pas beaucoup de différence. Mais effectivement, la réalité sera différente. Merci beaucoup. Question dans la salle, oui, s'il vous plaît, allez-y. Alors, vous avez un peu répondu à ma question, mais c'était l'expérience qui était dans le désert d'Oman. Combien y avait de personnes qui faisaient partie de l'expérience? Quel était le type d'expériences qui ont été faites? Pour qui est-ce que les expériences étaient faites? Est-ce que c'était pour des entreprises ou pour l'ESA?
Merci. Il y avait donc une vingtaine d'expériences qui ont été déroulées sur le terrain. Il y avait de la robotique, de la géologie, de la communication, de la navigation. Ça, c'était pour la partie EVA, donc sortie extravéhiculaire à plusieurs kilomètres de la base. Donc on a utilisé des rovers, des drones pour faire des cartographies du terrain. Et on les a utilisés dans un but, en fait, d'utiliser la robotique au service de l'homme, c'est-à-dire d'être capable de les envoyer avant nous sur le terrain pour cartographier, voir si, par exemple, il n'y a pas des crevasses. Une fois qu'on est sûr qu'à l'endroit qui a été désigné pour l'objectif géologique de la journée, par exemple, on est sûr qu'il n'y a pas de crevasses, il n'y a pas de gros problématiques au niveau du site, l'analogue astronaute venait. Donc c'est un des exemples qu'on a fait sur le terrain et qui sécurisait en utilisant la robotique. L'expérimentation de l'analogue astronaute par la suite qui est arrivée après pour faire ces extractions de minerais, pour faire de la spectrométrie et analyser les différents types de minerais, donc faire carrément de l'exploitation de ces extractions sur le terrain et passer l'après-midi ici avec son software et son PC, etc. Donc il y avait ce genre de choses qu'on a fait. Il y avait aussi quelques expériences qu'on avait sur la base, comme de l'astrobiologie. Donc là, on avait une serre qui a permis de faire pousser en fait des graines. On avait des différents types de radis. Donc ça, par exemple, c'est une expérience de l'Agence spatiale italienne qui donc nous a commandé un dôme gonflable dans lequel on a mis justement les plantations. Et on s'est rendu compte que ces plantations, elles avaient un différentiel pour la pousse en elle-même, pour la germination. C'est très important pour nous parce qu'on imagine qu'à long terme, si on veut pouvoir produire en façon continue et sans déchets de la nourriture pour les astronautes qui sont sur le terrain, on a absolument besoin d'être sûr que l'on gère à peu près comme prévu la pousse et donc la capacité de se nourrir en continu. Et on a eu en fait des modifications avec la température, le delta entre nuit et jour, qu'on n'avait pas attendu et qui sont sur 15 jours de pousse ont eu un impact d'un retard de 5 jours. Donc pour nous c'était très, très intéressant de pouvoir regarder ça et c'est vrai que l'Agence spatiale italienne a trouvé ça très pertinent aussi. Juste un mot sur ma curiosité, Bernard Lafont, est-ce que sur la Lune on pourra faire pousser des aliments de l'agriculture ou est-ce que c'est impossible? Ça on peut tester, on a de la recherche. En fait, nous avons fait des expériences. Il y a une quinzaine d'années, dans un congrès, j'ai rencontré une botaniste expert. Je lui ai dit pourquoi on ne fait pas pousser des plantes sur la Lune? Elle m'a dit ok, défi. Alors nous avons pris des sols analogues à la Lune et ces équipes ont développé des techniques pour faire pousser des plantes. Alors ils ont injecté aussi des bactéries qui pouvaient sucer les métaux et faire pousser les premières plantes, qui pouvaient les protéger aussi de parasites. Et d'ailleurs, même sur des simulations, maintenant, nous utilisons ces techniques-là. Voilà, des techniques où engagez-vous, comme on dit, vous allez aller sur la Lune, on va vous enfermer dans une petite base lunaire pendant 2 semaines. Alors sur la Lune, on va commencer par 2 semaines, et on va vous nourrir. On va vous nourrir avec des plantes que l'on pourra faire pousser là-bas, avec de la poudre aussi d'ingrédients. Donc, on va vous mettre en condition pour avoir une empreinte en fait de consommation qui est minimale. Et ceci va nous apprendre aussi à gérer notre planète. Donc, je te donne cet exemple. Comment utiliser au mieux les ressources sur place, avoir des systèmes de soutien-vie qui soient assez efficaces, recyclables. Et ceci, ces leçons sur la Lune ou vers Mars, nous allons pouvoir les appliquer à la Terre. Et donc, votre impression, c'est que ça sera compatible. Le sol est compatible. C'est bien. Et allez-y, si vous avez votre question, parce qu'il ne reste plus qu'une vingtaine de minutes. Bonsoir. Ma question, elle se porte sur le fil chronologique que nous a présenté Jean-François. Donc, je repars de cette station qui est en orbite autour de la Lune. Est-ce que la prochaine étape, ça va être plutôt la construction d'un village lunaire, comme on a vu à l'écran il y a quelques minutes, ou on va imaginer directement des voyages vers Mars, ou est-ce que les deux vont se faire de façon concomitante, ou comment ça va se passer?
Ah non, Mars va arriver plus tard, dans une étape, c'est après la Lune. D'ailleurs, dès que les sociétés privées comme SpaceX et Blue Origin de Jeff Bezos et de Elon Musk, respectivement, ont vu que les agences s'intéressaient à la Lune, ils ont laissé un peu de côté tout leur discours et leur ambition de Mars pour se focaliser sur la Lune en disant il va y avoir du business à faire à servir les agences, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc Mars, on sait ce qu'il faut faire pour être prêt un jour à y envoyer des hommes, autour, puis dans un deuxième temps sur Mars, mais on n'est pas prêt aujourd'hui. Ma meilleure estimation, ce sera dans les années 30. Un voyage autour de Mars et retour, sans se poser. Et peut-être se poser à la fin des années 30 ou années 40, si ça se passe bien. C'est beaucoup plus dur d'aller vers Mars, on l'a dit, la gravité est plus grande que sur la Lune. Il faut repenser l'entraînement, la sélection des astronautes aussi. Les critères ne seront pas les mêmes. La conception des vaisseaux, c'est pour ça que moi je milite depuis longtemps qu'il y ait deux vaisseaux qui partent. Deux vaisseaux, chacun construit par des consortiums industriels internationaux différents, avec comme seule exigence de commonalité qu'ils aient un port d'accostage compatible et des fréquences radio compatibles, pour qu'ils puissent se sauver mutuellement. Mais deux vaisseaux, comme les caravelles, on en parlait à midi, les caravelles de Christophe Colomb, comme ça vous partez et vous pouvez au moins converser avec quelqu'un qui n'est pas dans votre vaisseau, qui est quelque part, vous ne le voyez pas, mais en temps réel, et puis vous savez que vous pouvez le rejoindre si nécessaire. Mais Mars, c'est... Finalement, aujourd'hui, la focalisation, c'est la Lune. Et Mars, on va continuer tous les 2 ans et 2 mois à envoyer des sondes, et on sera prêt à faire un premier tour, un Apollo 8, un remake d'Apollo 8, mais version Mars, je pense dans les années 30, si tout va bien. Juste un mot. Une différence aussi assez fondamentale, la difficulté technologique du voyage vers Mars avec les problèmes de radiation. C'est ça, dans le cas de la Lune, vous êtes sur la Lune, vous pouvez vous protéger des radiations. Il y a le problème aussi, pour repartir de Mars, il faut des fusées beaucoup plus puissantes, il faut 2 étages de fusées. Il y a un autre aspect, si nous trouvons de la vie sur Mars, est-ce que nous envoyons des humains? Donc il faut d'abord faire ces études pour ne pas détruire une vie qui pourrait être différente de la nôtre, et qui pourrait nous apporter donc des connaissances énormes sur la vie en général ou même sur des aspects médicaux. Il faut d'abord faire cette... C'est pour ça que je parlais autour de Mars. Non, bien sûr. Et donc il y a aussi cette recherche à faire avec des moyens robotiques, des échantillons. Et par contre, la Lune, elle est proche, c'est le continent de la Terre, et ça va être un endroit où les entreprises vont pouvoir faire des activités de toutes sortes, services, exploitation. Donc c'est vrai, ça va être très différent la façon dont nous allons vivre sur notre continent Lune et sur cette planète qui est vraiment à l'horizon, qui est Mars. Donc vous nous dites, Bernard, que paradoxalement, si on trouvait de la vie sur Mars, ce qu'on essaie de faire bientôt avec ExoMars et l'Europe, ça ralentirait effectivement des missions lunaires, des missions martiennes habitées. Il faut faire d'abord tout le travail robotique et scientifique pour mieux comprendre l'environnement. Les règles de protection planétaire, j'ai été impliqué dans certains travaux. Il y a des règles internationales, de règles à respecter pour être sûr de ne pas polluer une vie éventuelle sur les corps célestes où on pense que la vie est possible, dont Mars. Il faut stériliser. Avec les règles actuelles de protection planétaire, il n'y a pas d'humain sur Mars. En tout cas, il n'y a pas de sortie d'un vaisseau qui se serait posé sur Mars, parce qu'on est incapable de les respecter. D'ailleurs, elles sont en train d'être réécrites, ces règles. Je ne sais pas si on va arriver à se mettre d'accord un jour sur la possibilité que des humains... D'ailleurs, c'est ça qui a poussé certains concepts de sortie d'atterrisseurs. Vous vous souvenez d'Apollo? Ils font le vide dans leur vaisseau, ils ouvrent la porte, ils sont en scaphandre et ils sortent. C'est-à-dire qu'ils amènent... Sur leur scaphandre se trouvent des bactéries qui étaient dans l'environnement pressurisé de la Lune. C'est pour ça qu'on envisage maintenant des scaphandres qui restent à l'extérieur, collés par leur dossier à l'intérieur du vaisseau. C'est-à-dire que vous ouvrez une porte de votre vaisseau qui mène dans le scaphandre, vous revêtez le scaphandre, vous refermez la porte derrière vous, et comme ça vous n'avez pas ce transfert d'atmosphère contaminée sur le plan bactérien par le fait qu'il y a des humains qui vivent dedans, avec l'extérieur. Mais je ne sais pas, ça va être dur de respecter les règles de protection planétaire. Alors nous pouvons les tester un petit peu sur la Lune. Aussi, nous avons fait des expériences
d'astrobiologie. Donc nous avons essayé d'analyser des échantillons pour voir si nous sommes vraiment capables de les ramener sans les polluer, et aussi appliquer des techniques sur les échantillons qu'on ramène, comme nous le ferons sur des échantillons martiens. Et c'est vrai aussi que nous pourrons peut-être identifier des régions sur Mars qui seront accessibles aux humains, sans le risque de polluer toute la planète, et d'autres régions que l'on va garder complètement propres. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de vie sur la Lune? Et de même, maintenant, nous nous posons la question, dans ces dépôts glacés, est-ce qu'il y a quelque chose de l'eau? Il y a des glaces, il y a des composés organiques, il y a des radiations, il y a peut-être eu des réactions chimiques assez primitives, prébiotiques. Donc nous allons aussi appliquer ce principe de précaution, où il y a des endroits que nous allons vraiment respecter sans les toucher, et d'autres endroits où nous allons progressivement essayer d'explorer avec des moyens robotiques et après avec des humains. Donc il faut être aussi très responsable, parce qu'il faut garder la Lune et Mars pour les générations futures. Passionnant, mais n'oublions pas les questions dans la salle, allez-y. Oui, un complément d'information d'abord concernant les vols suborbitaux que Jean-François a évoqués tout à l'heure. Les deux vols suborbitaux très proches, ce sont deux concepts bien différents si j'ai bien compris. Il y en a un, c'est un avion fusée on va dire, qui emporte les passagers. Et le concept de Jeff Bezos, donc la Blue Origin, c'est une petite fusée, un petit lanceur, avec dessus une capsule. Ils arrivent à, on va dire, 100 km à peu près d'altitude, et là, la capsule va se séparer du lanceur, si j'ai bien compris. Alors, j'ai une question. On a beaucoup évoqué la problématique des rayons cosmiques pour les gens qui iront sur Mars, mais on ne dit jamais pour la Lune. Il n'y a pas un danger pour les gens qui vont sur la Lune? Bernard, il a dit, c'est que sur la Lune, il y a du matériau qui permet de se protéger. On peut se protéger. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons fait aussi des concepts d'habitation qui sont ou dans des caves, dans des grottes. D'ailleurs, on a découvert 200 entrées de caves sous la Lune. Nous avons trouvé même des galeries de dizaines de kilomètres pour avoir des villes sous la Lune. Mais il y a peut-être des stalactites. Mais en surface, il suffit de 1 ou 2 mètres de sol ou 1 mètre de glace pour arrêter la seconde partie des radiations cosmiques. Protéger, c'est ça, hein? Oui. Donc nous regardons des concepts avec des architectes où nous sommes capables, par exemple, même de construire avec une imprimante 3D des sortes de nids, donc assez légers, qui peuvent aussi après inclure une couche de gaz. Jean-François Clairvoy, effectivement, sur ces histoires de stations orbitales autour de la Lune, là on a aussi des radiations. Donc on ne peut pas rester très longtemps non plus. Oui, les missions sont courtes et on imagine les matériaux qui pourront rendre au moins une partie de l'habitat mieux protégé que d'autres, avec du plastique, les réservoirs de carburant et d'eau, puisque les meilleurs isolants pour les radiations sont des matériaux non conducteurs de type polyuréthane, liquide. Mais la question est une très bonne question, parce que à l'époque des missions Apollo, c'était le souci numéro 1, c'est que si le Soleil se réveille, il pouvait envoyer une masse de particules mortelles en quelques heures pour les astronautes qui étaient sur la Lune. C'est pour ça qu'on les a lancés au moment où le Soleil était endormi. Mais la question pour Mars ne se pose pas sur Mars, où on peut utiliser le sol comme sur la Lune. C'est le trajet. Voilà. La différence, c'est 3 jours pour aller vers la Lune, et c'est 8 mois pour aller vers Mars. Donc c'est là la différence. Une autre question? Oui. Il y a des questions? Oui, c'était Jean-François, donc c'est dans la continuité de la question précédente, mais qui va plus loin, c'est-à-dire, on sait que les problèmes liés au rayonnement, notamment sur Mars, et du fait du temps passé, augmentent le risque justement pour les astronautes. Ma question est, est-ce qu'à l'heure actuelle, au niveau des biologistes et tout ça, concernant l'ADN et le renforcement possible au niveau des astronautes, est-ce qu'il y a des axes de travaux, sachant qu'on sait très bien qu'au niveau de l'ADN, on en connaît peu, mais je pense que demain, il sera important qu'on puisse améliorer la protection des futurs astronautes, pour que justement, parce qu'on a Mars, et demain, ça sera autre chose, donc il faudra qu'à ce niveau-là, il y ait une augmentation de la protection de l'astronaute pour pouvoir aller plus loin. Enfin, c'est, je le suppose, un des axes, pas pour aujourd'hui, mais pour après-demain, disons. Oui, on continue à chercher à mieux caractériser le problème radiatif. On ne peut pas résoudre un problème si on ne connaît déjà pas bien le problème. Donc sur la plupart des missions qui vont vers Mars, il y a des dosimètres et on accumule des données pour
bien caractériser le problème des radiations, à la fois des particules émises par le Soleil et des rayons émis par le centre de notre galaxie, les rayons cosmiques galactiques. Et je pense, bien que ce soit contre la loi américaine, mais je pense qu'on ne pourra pas éviter dans le futur d'introduire dans les critères de sélection des astronautes des critères génétiques, parce qu'on n'est pas égaux, génétiquement parlant, devant les effets physiologiques de l'environnement spatial. Je parle non seulement de la pesanteur, mais des radiations. Il y a des personnes qui peuvent manipuler du matériau radioactif dans leurs mains sans avoir de cancer pendant 20 ans, et puis d'autres, ils vont le déclencher tout de suite. Donc, mais la loi américaine l'interdit aujourd'hui, mais ça viendra peut-être. Et là, c'est une recherche qui va être bénéfique pour nous tous. Parce que les problèmes donc, de mutation, mais aussi surtout de modification de l'expression des gènes. Et c'est ça qui donc, est la grosse différence. Et donc, si on fait des projets de recherche fondamentale là-dessus, ça va bénéficier vraiment à nous tous, les problèmes de vieillissement, des problèmes aussi de cancer. Vous savez que les astronautes acceptent, quand vous êtes astronaute et que vous acceptez donc, de faire ce job qui vous amène dans l'espace, vous acceptez que votre risque de déclencher un cancer dans les 20 ans soit plus élevé que ce qu'impose le droit du travail pour les radiologues ou les personnes qui travaillent dans les centrales nucléaires. Parce qu'il faut accepter de prendre un risque élevé pour faire ce job. Et c'est pour ça qu'on nous offre, si on est d'accord, c'est volontaire de la part de l'astronaute, jusqu'à la fin de notre vie, d'être suivi médicalement par une visite médicale d'aptitude au vol spatial et d'études enfin une visite assez poussée, tous les ans jusqu'à la fin de notre vie. C'est le suivi longitudinal. Moi j'ai pris la décision de, je prends ce risque, dans 20 ans, j'ai l'intention de prendre ma retraite sur la Lune, j'y resterai, et je voudrais j'installer une petite villa face à la Terre, on va l'observer, et je vous invite à me rendre visite. Donc, qu'est-ce qui veut me rendre visite sur la Lune dans 20 ans? Sans faute. Tu seras dans une grotte souterraine? J'irai parfois dans la grotte. Oui. Une question oui. Alors, bonjour, moi j'avais une question par rapport en fait au glace d'eau qui est sur la Lune. On sait qu'aujourd'hui c'est primordial pour l'implantation de l'homme sur la Lune d'avoir cette ressource. Et notamment en fait avec par exemple le Blue Moon on sait qu'il va utiliser l'hydrogène en fait, pour se poser sur la Lune, mais aussi une pile à combustible pour produire de l'énergie. Moi j'avais une question, c'est que par exemple s'il y a d'un côté un Moon Village et puis après des acteurs privés qui vont proposer en fait à peut-être des entreprises ou par exemple des agences spatiales de se poser sur différents endroits de la Lune, est-ce qu'il y a en fait il va y avoir une question sur le partage des ressources? Et est-ce que, en termes politiques, est-ce que c'est par exemple plausible que, imaginons, les Chinois arrivent et se posent sur un cratère et se disent, ok, cette glace d'eau qui est au niveau de ce cratère, elle est à nous, on ne va pas la partager et donc personne ne pourra se poser dessus parce qu'ils auront privatisé, on va dire, l'endroit. Est-ce qu'il y a en fait des discussions à ce sujet au niveau du partage des ressources? C'est une question tout à fait importante. Alors, la situation est au niveau de la loi de l'espace. Personne n'est propriétaire du terrain. Donc, les pays, les individus n'ont aucun droit de propriété sur la Lune. Ceci avait été fait tout au début comme une mesure, aussi la mesure qui est on ne peut pas militariser la Lune, on ne peut pas mettre d'armes de destruction massive sur la Lune pour éviter des conflits. Les conflits de propriété, ils sont évités parce qu'il n'y a pas de droit de propriété. Et c'est bien aux Nations Unies, ça, c'est-à-dire c'est intégré. Et donc c'est suivi, les pays ont tout suivi. Mais l'utilisation des ressources n'est pas tout à fait bien légiférée. Et donc il y a aussi une autre législation, c'est le premier qui arrive et qui a une expérience scientifique, il y a un devoir de ne pas interférer avec cette expérience. Donc moi, mon rôle, j'ai une petite vision où on va mettre un amnisseur sur ce pic de lumière éternelle, et puis je vais faire tourner des expériences scientifiques, et je vais dire aux autres, ne venez pas me déranger, mais j'aurai accès à de l'énergie solaire que l'on pourra revendre, et voilà, donc je pourrais même faire un petit business assez fructueux sur la Lune, mais je le ferai pour la science. Et l'idée, c'est qu'il faut donc se mettre d'accord comment on va partager le bénéfice de l'exploitation de ces ressources
Donc il est important d'avoir une vision assez commune. Il y avait une vision aussi que la Lune est patrimoine de l'humanité, il faut partager les ressources, mais ce n'est pas une vision qui a été partagée par tous les pays. Donc il y a une discussion là-dessus. Et donc il est important que les gouvernements se mettent d'accord pour donner une loi quand même assez harmonieuse que les commerciaux vont suivre. Et pour cela, il ne faut pas laisser la Lune complètement commerciale, il faut quand même que les gouvernements, donc vous, les contribuables financiers, quelques programmes gouvernementaux pour donner l'exemple et pour avoir le droit de dire voilà, nous pouvons mettre un shérif qui va faire respecter une loi assez équitable sur la Lune. Si nous le laissons simplement à des usages économiques, il y a des risques que ça dérape. Bernard Point, est-ce que l'agence spatiale, avec son concept de Moon Village, apporte une réponse partielle à cette problématique que vous soulevez? Alors, le village lunaire, en fait, c'est nouveau dans le sens où le village lunaire, c'est tout le monde. C'est vous tous, 7 milliards et demi d'habitants sur la Terre. Chinois, américains. Voilà, tout le monde. Donc, c'est essayer de développer donc, des bénéfices pour tout le monde en utilisant la Lune comme plateforme. Des bénéfices pour faire de la science, pour développer des technologies nouvelles, pour faire de la paix aussi, développer la coopération pacifique entre pays qui parfois sont en conflit, inspirer les jeunes, les éduquer, faire du business, exploiter les ressources. Bon, aussi, disons, au 20% préparer des destinations lointaines, mais la Lune est un continent qui vraiment est très intéressant par lui-même. Et donc, notre vision, c'est d'avoir une plateforme naturelle, ouverte à tous, de tous les pays, ouverte à tous de tous les âges, ouverte à tous aussi de toutes les disciplines. Et donc qui va bénéficier aussi, non seulement à ceux qui ont les moyens d'avoir des fusées, de se poser sur la Lune, mais aussi on va inspirer, par exemple, des pays en voie de développement où il y a des jeunes qui vont analyser les données, il y a de la matière grise partout dans le monde. Ces jeunes vont innover. Mozart est peut-être maintenant, il est né en Afrique, il faut aussi l'éduquer, donc il faut donner des défis d'inspiration à tous les jeunes dans des pays de tout le monde. Merci. Une dernière question simple, parce qu'après on va devoir conclure. Est-ce qu'il y a une question là? Allez-y, oui. Bonsoir. Moi j'aimerais savoir comment vous expliquez qu'on a été capable d'aller sur la Lune il y a 50 ans et que maintenant ça nous paraisse complètement impossible, enfin pas impossible, mais très compliqué d'y retourner. Et pourquoi ce délai de 50 ans entre les missions Apollo et les nouveaux programmes qu'on commence maintenant? Très bonne question. À l'époque, il y a 3 facteurs. C'était une course. La NASA avait tout l'argent qu'elle voulait. C'était presque 4% du budget fédéral. C'est énorme, énorme. Et ils acceptaient un risque très élevé. Aujourd'hui, on accepte moins le risque. On a moins d'argent. Et on n'est pas dans une course aussi nette et claire qu'à l'époque, bien qu'il y en a une petite qui vient de naître là, entre les Chinois et les Américains. Et donc ça n'a pas empêché les scientifiques de continuer à s'intéresser continuellement à la Lune, entre-temps, mais en ce qui concerne le vol habité, c'est vrai qu'on en reparle maintenant parce que, alors on en a parlé, je disais, dans les années 2000, puis Obama a dit non, we've been there, allons vers un astéroïde, puis le président Donald Trump vient en disant non, on va retourner sur la Lune parce qu'il ne faut pas laisser les Chinois être les premiers à y retourner. Et puis parce que la communauté internationale se pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire après l'ISS? L'ISS, jusqu'à présent, on a fêté les 20 ans l'année dernière, on va fêter l'année prochaine les 20 ans d'habitation continue. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Parce que c'est fantastique de pouvoir travailler ensemble dans l'espace. Et la chose la plus simple qu'on ait trouvée pas trop chère, c'est d'être en orbite autour de la Lune, avec une station sur une trajectoire un peu bizarroïde, mais qui va permettre d'avancer, pas autant qu'on aurait aimé, enfin on aurait aimé retourner sur la surface. Mais au moins, on va continuer à faire des choses ensemble. Donc à l'époque c'était une course, maintenant c'est plutôt la coopération, je parle de l'orbite lunaire. Voilà, aujourd'hui surtout, on n'accepte pas les risques comme à l'époque. Ça c'est la raison numéro 1. Une question de conclusion un peu à vous tous, c'est qu'on voit, d'après ce que vous avez dit là, un foisonnement effectivement de programmes. Il y a cette hégémonie bien sûr chinoise et américaine qui pour
pour retourner les premiers, il y a les programmes robotiques, il y a les programmes commerciaux privés, il y a la science. Est-ce que tout ça va pouvoir se mettre en ordre pour que ça aboutisse à quelque chose? Quelle est votre impression? Chacun, si vous pouvez répondre assez rapidement, s'il vous plaît. Alors, je pense que la richesse et la diversité de toutes ces initiatives. Donc, il y a des pays qui le font pour des raisons politiques, politique intérieure, développement, innovation, développement de leur force de travail pour les défis de demain. Donc, avoir des innovateurs. Il y a des pays aussi qui sont très intéressés par contribuer à une plateforme stratégique, politique. Il y a aussi la scientifique, donc la curiosité, faire des découvertes. Et donc en fait, et c'est ça la beauté de la Lune, ce village lunaire, c'est un continent à explorer, mais sous toutes ses dimensions. Et donc les pays, les acteurs commerciaux, des individus aussi, la chance c'est qu'un individu peut aussi apporter sa contribution. Vous-même, vous pouvez être impliqué, par exemple au niveau éducation, ou en faisant des campagnes de simulation, ou en contribuant pour justement élever le niveau de science, technologie dans notre vie de tous les jours. Donc la Lune justement permet cette plateforme pour avoir toute une diversité de bénéfices. Ali Beka, une impression sur qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on fonce vers la Lune? Est-ce qu'on met tous nos œufs sur la Lune? Ou est-ce que c'est un tremplin pour Mars le plus vite possible? Je pense qu'on va déjà rester sur la Lune. C'est le programme aujourd'hui et je pense que c'est quelque chose qui fait la différence avec il y a 50 ans, quand on y allait pour explorer, mais pour voir si on était capable de le faire, c'était une chose. Aujourd'hui, on y va pour essayer de rester et donc de mettre en place tout ce qu'on n'a pas regardé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire tout ce qu'il nous faut là-bas pour y habiter, pour y survivre, pour explorer et se diversifier. Donc forcément, on va avoir besoin de plein de choses, y compris un changement de relations, enfin une coopération internationale. À mon sens, ça ne se fera qu'avec une coopération de toutes les nations. Il y a plein d'initiatives en Europe qui sont faites, aussi bien vers les agences que vers des associations, je le disais tout à l'heure, parce qu'en fait, tout le monde peut contribuer à sa façon, que ce soit dans les écoles ou via des associations, des laboratoires, pour pouvoir contribuer, apporter sa pierre, comprendre ce qui se passe, apprendre et puis proposer. Donc c'est quand même extraordinaire. Et puis ça me fait quand même penser à quelque chose qui est, vous voyez, pour l'aviation civile, aujourd'hui, on a des avions qui permettent de survoler n'importe quel territoire. Si je dois aller en Chine, je vais prendre un avion, quelle que soit ma nationalité, je suis autorisée à voler dans un avion d'une nationalité et je peux survoler le territoire, on va dire l'Europe, la Russie, la Chine. On ne demande pas de descendre à un moment donné parce qu'il n'y a pas de coopération entre les pays sur le fait que je sois dans un avion ou que je puisse faire des dommages au sol. Aujourd'hui, il y a des coopérations qui existent dans l'aviation, il y a des choses qui se sont mises vraiment en place. On va être capable quand même de travailler ensemble pour faire ce genre de programme et c'est ce qui est pensé. Guillaume, juste un mot, si vous pensez que le côté innovation qui est dans le spatial, qui est vraiment nouveau, tout ce qu'on appelle New Space, est-ce que ça va apporter, est-ce qu'il va y avoir des astuces des fois de groupes d'étudiants, d'inventeurs qui vont apporter leur pierre à l'édifice lunaire? C'est vrai que le retour sur la Lune impose d'étudier des domaines très variés. On l'a vu, géologie, biologie, facteurs humains, technologie. Donc c'est vrai que n'importe qui, même dès les années étudiantes, peut s'intéresser à ce genre de problématiques. C'est vrai que la nouvelle ère New Space rend aussi une exploration lunaire en partenariat entre le public et le privé. C'est vrai que la Lune aujourd'hui est un peu plus difficile que dans les années 60 parce qu'on veut s'y installer de manière durable. Mais c'est vrai qu'en travaillant aujourd'hui, même si la compétition est importante, en collaboration avec des pays, en apprenant à faire ça le plus tôt possible, ça peut être une force pour effectivement le retour vers la Lune.
Jean-François Clairvoy, le mot de la fin. Bon, ben moi, je vais citer Star Trek. Voilà. Notre mission à tous, humanité, explorer de nouveaux mondes étranges, rechercher de nouvelles formes de vie, avec audace, aller là où on n'est jamais allé. Donc, nous devons continuer à explorer les mondes extrêmes, que ce soit les pôles, les océans, mais aussi évidemment la Lune, et puis bientôt d'autres planètes. Et donc, voilà, c'est juste, la Lune, elle est là. Voilà, c'est pourquoi on y va, parce qu'elle est là. Et c'est vrai que la Lune, elle nous permet, dans un temps raisonnable de la dizaine d'années, de faire quelque chose. Alors que si on avait choisi d'aller directement vers Mars, il fallait voir à 30 ans. Et j'en profite pour vous remercier pour participer à ce festival. Je remercie Jacques Pangon, le maire de Saint-Médard-en-Jalles, Stéphane, le directeur de ce programme, et puis celles qui ont fait un travail extraordinaire derrière, Marion, Florence, Roxana. Donc applaudissez-les parce qu'ils ont fait un travail formidable. Merci. Et bravo aussi aux intervenants. Effectivement, c'est merveilleux ce festival parce que ça permet effectivement les 50 ans d'Apollo 11, ça permet effectivement d'avoir un tremplin sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc c'est vraiment, c'est une expérience fondamentale. Merci beaucoup à vous quatre. Merci aux organisateurs. Oui, je me permets de vous inviter à continuer, bien évidemment. Je vous remercie d'avoir été là pour la dernière conférence de cette 4e édition du Festival Big Bang. Je vous invite à continuer avec nous la soirée festive 69 années lunatiques. Soyez fous, venez déguisés tels que vous auriez été il y a 50 ans, ceux qui ressortent des placards les vieux jeans et ceux qui ont envie de se déguiser. Parc de l'ingénieur, direction, suivez les étoiles, les empreintes d'astronautes et n'oubliez pas de partager sur #BigBangSMJ. Merci à tous.